Comme évoqué dans nos précédentes éditions, c'est bien un retournement d'alliance qui s'opère en Italie. Le mouvement populiste 5 étoiles se jette dans les bras du centre-gauche, laissant Matteo Salvini sur le bas-côté, au moins pour l'instant. À 2 mois de la date fatidique du Brexit, la suspension du Parlement britannique est présentée par les médias et l'opposition comme un coup d'État constitutionnel, une décision qui permet surtout de faire monter la pression sur l'appareil bruxellois. L'arroseur arrosé, donneur de leçons, vilain critique de tout, Yann Moix est rattrapé par un passé qu'il n'assume pas. C'est à l'occasion de la parution d'un ouvrage autobiographique de l'individu que la polémique a pris forme, boostant d'abord les ventes de l'auteur avant de probablement le condamner au silence. Madame, Monsieur, bonsoir. Retournement d'alliance en Italie. Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, le mouvement 5 étoiles a finalement choisi de se joindre au centre-gauche. Matteo Salvini prend place sur la touche et peut à présent attendre son heure. Oggi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che c'è un accordo politico con il Partito Democratico affinché Giuseppe Conte possa ricevere di nuovo l'incarico di Presidente del Consiglio e provare a formare un governo di lungo termine. L'alliance populiste est morte, place à l'alliance des gauches. Comme l'indique le patron du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, sa formation va essayer de former un gouvernement à long terme. Essayer, car cette alliance entre le Parti démocrate de centre-gauche et le M5S de tendance populiste de gauche ne paraît pas tout à fait naturelle. En effet, le Parti démocrate était, il y a encore quelques jours, dans l'opposition au gouvernement populiste composé de la Ligue et de 5 étoiles. Désormais, les deux partis de gauche marcheront main dans la main, même si les contours du nouveau gouvernement Conte restent à définir. Le Parti démocrate revient ainsi aux affaires et entend bien imprimer un nouveau son de cloche dans la politique italienne, comme l'a immédiatement annoncé le secrétaire général du parti, Nicola Zingaretti. Intendiamo mettere fine alla stagione dell'odio, del rancore e della paura. C'è un'Italia che studia, che lavora, che produce, un'Italia che si mette alla prova giorno dopo giorno e raggiunge risultati eccezionali. È l'Italia bella a cui noi vogliamo dare voce ed è l'Italia bella che sconfigge la paura con la speranza. Le mouvement 5 étoiles, majoritaire à la Chambre basse italienne, passe donc d'un allié résolument hostile à l'arrivée de migrants à un nouveau partenaire pro-immigration. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. En effet, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase populiste et mis fin à la coalition M5S Lega était la question de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, à laquelle 5 étoiles est fermement opposé. Le Parti démocrate, tout comme la Ligue, est favorable à cette nouvelle voie de communication. Probablement pire encore, 5 étoiles a fait son succès dans son opposition aux cures d'austérité imposées par l'Union européenne. Avec le Parti démocrate, véritable valet de Bruxelles, on a du mal à voir quelle direction sera prise par le nouveau gouvernement en la matière. La nouvelle équipe qui arrive aux manettes semble bien mal embarquée avant même d'être vraiment formée. Face à cela, Matteo Salvini et la Ligue sont dans une position presque idéale et n'ont plus qu'à attendre les premières déconvenues de la nouvelle coalition, des déconvenues qui ne devraient pas tarder à arriver avec le vote du budget avant le mois d'octobre. Parfois présenté comme perdant de cette nouvelle donne politique, Salvini peut en réalité se frotter les mains. Il peut également dénoncer un déni de démocratie, lui qui appelait à de nouvelles élections, ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Evidentemente chi ha paura del voto può scappare per un mese, per 6 mesi, per un anno, non può scappare all'infinito. Mi domando cosa possono offrire l'Italia. Matteo Salvini est à présent dans une situation d'attente, à lui de se préparer au mieux à une hypothétique prise de pouvoir et à d'éventuelles alliances avec le centre-droit berlusconien et ou avec les nationalistes de Fratelli d'Italia. À l'aise dans une communication politique qui a fait son succès, le patron de la Ligue aura tout le loisir de pavaner sur les réseaux sociaux et de s'agiter dans des coups de com' dans lesquels il excelle en attendant peut-être d'accéder au pouvoir. Boris Johnson à grands pas vers le Brexit. À 2 mois de la date prévue pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le nouveau Premier ministre britannique affronte une violente charge des anti-Brexit, une opposition qui pourrait finalement le servir. Élise Blaise. Scandale constitutionnel, menace pour la démocratie, inconscience du gouvernement, les périphrases outrancières de l'opposition relayées en chœur par les médias ne manquent pas pour mettre des bâtons dans les roues à Boris Johnson. Présenté comme isolé alors que Donald Trump a profité du G7 pour lui renouveler son soutien, le nouveau Premier ministre doit maintenant affronter l'opposition qui se structure pour bloquer le Brexit.
Relayées par les médias, les accusations de coup d'État constitutionnel pour parler de la prétendue suspension du Parlement fusent de partout. Pourtant, cette pause politique, validée par la reine, est tout ce qu'il y a de légal. Il est classique que les sessions du Parlement soient suspendues avant le discours de la reine qui aura lieu le 14 octobre. De la même manière, la période entre la fin septembre et la mi-octobre est traditionnellement consacrée au congrès des partis politiques. On est donc loin du tour de force extraordinaire. Pour Florian Philippot, le président des Patriotes, il s'agit tout simplement de propagande. Ces commentateurs sont en réalité dans une propagande pure et simple. Ils essaient de jouer sur l'ignorance des mécanismes constitutionnels britanniques parce qu'il n'y a rien d'illégal, d'anticonstitutionnel dans ce que fait le Premier ministre britannique. Et là, on essaie de faire croire qu'il le suspend pendant 5 semaines. En réalité, il prolonge la suspension de 4 malheureux jours. Donc on voit bien que les anti-Brexit carabinés font une montagne d'un tout petit rien. En réalité, M. Johnson essaie tout simplement de défendre la volonté populaire face à des parlementaires qui ont décidé de la trahir et qui font tout pour la trahir et pour la contourner depuis des années déjà. C'est tout à son honneur. Alors peut-être qu'il suspend 4 jours le Parlement, mais je rappelle que nous, en France, on a suspendu le peuple lorsque le peuple a mal voté. C'était en 2005 lorsqu'il a voté par référendum non à la Constitution européenne. Une atmosphère qui montre bien que la pression monte de plus en plus avec l'approche de la date fatidique. Une pression qui pourrait finalement se retourner contre Bruxelles et favoriser une réouverture des négociations sur l'accord du Brexit pour éviter la perspective d'un no deal. C'est en tout cas ce qu'envisage Florian Philippot. J'en suis persuadé, d'ailleurs nous le voyons déjà, nous avons vu Mme Merkel commencer à expliquer que finalement on pourrait peut-être se mettre d'accord. Je crois que Emmanuel Macron, comme d'habitude, sera obligé de suivre Mme Merkel et de se résigner lui aussi. Moi j'ai toujours été persuadé que la bonne méthode, c'est plutôt la méthode Johnson que la méthode Theresa May. Je pense que face à l'Union européenne, qui joue en permanence sur la menace, l'intimidation, le chantage, il faut être dans la force. L'Union européenne, c'est un tigre de papier. Il faut être extraordinairement déterminé, ne pas céder à l'intimidation, au chantage, et c'est comme ça qu'on gagne. Je rappelle que c'est comme cela déjà que Margaret Thatcher, une autre Premier ministre britannique, avait gagné son bras de fer sur le chèque britannique dans les années 80. Elle était déterminée. Et là, je suis persuadé que Boris Johnson va réussir le Brexit parce qu'il est déterminé et parce qu'il est du côté de son peuple. Il est vrai que plus de 3 ans après le référendum britannique en faveur de la sortie de l'Union européenne, s'il y a coup d'État, il viendrait davantage de ceux qui semblent vouloir empêcher le Brexit coûte que coûte. Mais pour le président de l'UPR, François Asselineau, Bruxelles pourrait plier face à Boris Johnson pour des raisons financières. En effet, l'UE espère que la Grande-Bretagne réglera l'ensemble des dépenses auxquelles elle s'est engagée pour la période 2014-2020. Un montant évalué entre 40 et 45 milliards d'euros que Boris Johnson a déjà menacé de ne pas régler tant que le Brexit n'aura pas eu lieu. L'arroseur arrosé, Yann Moix, le journaliste donneur de leçons en chef, se retrouve dans une véritable tempête médiatique concernant un passé un peu sulfureux. Le piège s'est refermé sur l'individu en proie aujourd'hui à une vraie cabale médiatique. Si je vends peu de livres, c'est sur un malentendu. Si j'en vends beaucoup, c'est sur un malentendu. Un malentendu, publié il y a moins de 10 jours, est déjà réimprimé 3 fois pour 42 000 exemplaires. Un succès presque inespéré, a considéré son auteur, Yann Moix, connu du grand public essentiellement pour son passage comme chroniqueur chez Laurent Ruquier. Ce journaliste de 51 ans s'attirait régulièrement des salves massives de critiques sur les réseaux sociaux pour sa mauvaise foi et son comportement extrêmement désagréable. Artiste plus ou moins revendiqué, Yann Moix a été réalisateur de 3 navets cinématographiques et a commis une petite vingtaine d'ouvrages, dont l'un, Renaissance, a même reçu le prix Renaudot en 2013. Jusque-là, rien de bien grave, jusqu'à l'arrivée de son dernier ouvrage, Orléans, du nom de la ville où il a résidé durant ses études primaires et secondaires. Un livre en forme de plaidoyer contre sa famille, dans lequel il affirme notamment avoir été un enfant battu. Votre mère vous poursuit dans le salon avec un couteau de boucher, hurle qu'elle vous tuera, que le plus beau jour, ce sera celui où elle verra votre cercueil mis à terre. On vous plonge le visage dans la cuve des toilettes, on vous force à goûter vos excréments. Un étalage de vie privée qui pourrait être qualifié sans trop de peine d'exhibitionnisme. Une pleurnicherie de quinca en crise qui n'est pas du goût de sa famille puisque son père et son frère se sont empressés de démentir les lignes les mettant en cause. Mais ce n'est pas ce déballage peu glorieux qui est reproché à Yann Moix, mais de vieux dossiers ressortis à la faveur de cette sortie littéraire de rentrée.
Des dossiers qui devraient débarrasser le paysage audiovisuel français de la présence de l'auteur. En effet, il est reproché à Yann Moix un passé d'écrivain et même de caricaturiste antisémite, ainsi que des amitiés avec des personnalités condamnées pour contestation de crimes contre l'humanité. Un procès médiatique et une cabale auquel il s'attendait depuis longtemps, mais dont il n'avait probablement pas mesuré l'intensité. Ami de Bernard-Henri Lévy et donnant régulièrement des gages, Yann Moix avait parfois tendance à en faire un peu trop, au risque d'agacer ses interlocuteurs, eux-mêmes souvent agaçants. Il y a eu une utopie extraordinaire au XIXe siècle. Une utopie, puisque vous aimez les utopies. Cette utopie s'appelait la création de l'État d'Israël. Je vous rappelle également que, avant 1945, il y avait en Palestine un certain nombre de juifs. Là, il y a quelque chose d'insidieux que je n'aime pas, cher Aymeric, c'est la manière dont vous essayez de relier la création de l'État d'Israël à la persécution des Juifs d'Europe et à leur destruction. Une manière de toujours en faire beaucoup sur un sujet délicat que même certains de ses confrères avaient relevé. Il y a chez vous, Yann, une obsession chez vous de cette question. Vous interdit d'utiliser le mot d'obsession. Après tous les mots que vous avez utilisé sur moi. Un intérêt. Non, c'est une obsession parce que ça fait une page dans mon livre de 520 pages où un de mes personnages s'interroge sur les origines. Ces échanges datent de 2017 et prennent aujourd'hui une toute autre saveur. Et s'il n'est jamais heureux de voir un individu jeté à la vindicte médiatique, on constatera cependant que c'est bel et bien ce genre de procédé que Yann Moix utilisait lui-même. Lâche, pas très à l'aise dans son corps chétif, ce dernier vivait finalement avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et cette épée était tout simplement son passé. Un passé qu'il n'assume pas vraiment même s'il dit tout endosser, mais surtout un passé dont l'immense majorité des médias avait connaissance. Ainsi, quiconque a lu le roman Les Porcs de Marc-Édouard Nab, paru en 2017, savait ces éléments. Le talentueux écrivain, lui peu soucieux des qu'en dira-t-on, avait mis en avant l'ambivalence de Moix dont il fut proche jadis. Et même avant ce roman, d'autres éléments pouvaient déjà facilement être trouvés sur Internet à la faveur de quelques clics. Un travail que nombre de journalistes, pourtant pas avares de fatwas médiatiques, n'avaient pas daigné faire. Parmi les proches de Yann Moix, une personnalité ne pouvait d'ailleurs pas ignorer ce passé, Laurent Ruquier. Gageons que ce dernier s'était finalement fait à l'idée de travailler avec ce personnage controversé. Il ne semble en tout cas pas inquiété pour cela pour l'instant. Samedi, l'animateur de la chaîne télévisée de service public invite d'ailleurs Yann Moix, une nouvelle occasion donnée à l'écrivain de répéter ses plates excuses, occasion qu'il ne devrait pas manquer. Une chose est sûre, la machine médiatique n'a jamais été aussi destructrice. Dans des domaines parfois moins sensibles que l'affaire Moix, d'autres en ont récemment fait les frais, le ministre de Rugy, les journalistes de la Ligue du LOL ou un peu plus anciennement Mehdi Méclate, des personnalités jamais complètement innocentes mais qui subissent de plein fouet un véritable déchaînement qui ne s'arrête qu'une fois l'individu KO. Autre point commun de ces victimes expiatoires des médias du XXIe siècle, tous étaient des donneurs de leçons. L'actualité en bref, à présent, avec Floriane Jeannin. À peine candidate et déjà épinglée, mercredi, Emmanuel Macron a désigné l'ancien ministre des Armées, Sylvie Goulard, pour intégrer la future Commission européenne. Actuellement sous-gouverneur de la Banque de France, elle devrait hériter d'un portefeuille lié au commerce, à la zone euro ou à la régulation financière. Cependant, Sylvie Goulard pourrait être rattrapée par certaines affaires, et notamment les emplois fictifs présumés des assistants et des eurodéputés MoDem, ou encore sa rémunération par un think tank pro-européen, alors même qu'elle siégeait à Strasbourg. Pendant 2 ans, Sylvie Goulard a été payée plus de 10 000 € bruts par mois, en plus de son indemnité parlementaire. Les sanctions tombent. Mercredi, les instances disciplinaires de la Ligue de football professionnel ont infligé au club de Nancy la suppression de sa tribune Piantoni pour un match ferme en raison de chants prétendument homophobes lors de la rencontre face au Mans le 13 août dernier. L'arbitre Mehdi Mokhtari avait interrompu le match brièvement alors que le gouvernement et les instances de football veulent renforcer la lutte contre l'homophobie dans les stades. Depuis, les interruptions des matchs se multiplient pour les mêmes motifs. Mercredi soir, la rencontre entre Nice et Marseille a été interrompue 2 fois après le déploiement de plusieurs banderoles à caractère humoristique et dont le caractère homophobe reste approuvé.
Les urgences toujours en colère. Après près de 6 mois de contestation, la mobilisation continue et ce ne sont pas les vacances d'été qui ont étiolé le mouvement. Le nombre de services en grève a doublé au cours de l'été. Le collectif Interurgence estime que le seuil de 240 services mobilisés pourrait être atteint lundi, soit plus de la moitié des urgences publiques. La France compte environ 650 services d'urgence sur son territoire. De la farine hallucinogène en supermarché, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lancé mardi 27 août une campagne de rappel sur un lot de farine Ma Vie sans gluten de Sarrasin Bio. Cette farine ne doit absolument pas être consommée en raison de la découverte d'alcaloïdes trop paniques à un taux trop élevé. Cette substance provoque les symptômes suivants: sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations et paroles incohérentes. Une deuxième capitale en Indonésie, avec 10 millions d'habitants, soit près de 15 000 habitants par kilomètre carré. L'actuelle capitale, Jakarta, est en proie à de nombreux risques de catastrophes naturelles et son bassin est extrêmement pollué. Pour y remédier, le président indonésien Joko Widodo a annoncé la construction d'une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo. Les travaux estimés à plus de 32 milliards de dollars devraient débuter en 2020 et Joko Widodo se laisse 4 ans pour achever en partie le projet. Un ancêtre de Lucie découvert en cette fin de mois d'août. Un paléanthropologue éthiopien, Johannes Haile Selassie, du Muséum d'histoire naturelle de Cleveland, a mis au jour un fossile vieux de plus de 3,8 millions d'années. Il s'agit d'un crâne quasi complet d'un Australopithecus anamensis adulte, probablement un mâle. Cette nouvelle découverte est considérée comme le premier représentant des Australopithèques et permet de retracer un peu l'arbre généalogique de notre espèce. Autre découverte au Pérou, une équipe d'archéologues a mis au jour les restes de 227 enfants sacrifiés selon un rituel de la culture précolombienne Chimu présente sur les côtes nord du Pérou actuel. Jusqu'à la fin du XVe siècle, les enfants âgés entre 4 et 14 ans ont été tués selon un rituel offert aux dieux de la civilisation Chimu, censé apaiser leur colère, supposé responsable des catastrophes naturelles liées au phénomène climatique El Niño. Il s'agirait du plus grand site de sacrifice d'enfants au monde. Un bateau conservé dans l'eau glacée plus de 170 ans après la disparition du navire britannique HMS Tyrrell dans l'Arctique canadien. Des images inédites de l'épave ont été diffusées mercredi. Les images prises par les plongeurs et le robot submersible téléguidé de l'agence Parc Canada révèlent des artefacts intacts de la vie sur le navire. Le Terror est l'un des 2 bateaux de l'explorateur anglais John Franklin, parti de Grande-Bretagne en 1845. À la recherche du passage du Nord-Ouest qui relie les océans Atlantique et Pacifique par l'Arctique. Surpris par le froid, les 129 marins présents sont restés coincés 1 an et demi dans les glaces avant de mourir de faim, de froid et de saturnisme. Et on termine avec une triste nouvelle. Le comédien Michel Aumont est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 82 ans. Michel Aumont était un grand homme de théâtre ayant remporté 4 Molières et habitué des seconds rôles au cinéma. Il a notamment tourné dans Courage Fillon d'Yves Robert ou Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier, film pour lequel il a été nommé au César. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent les manipulations médiatiques de l'été, le traitement des incendies en Amazonie et celui du G7. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol de Christian Combaz. À demain, bonsoir.
Gérard, le maire de la ville de Villeneuve, m'a invité à déjeuner, figurez-vous, dans la brasserie en face de la mairie, sous les platanes. Et il m'a invité exprès pour me dire, ou pour me faire dire quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas croire toute cette campagne insupportable et visiblement concertée qui essayait de nous imposer l'idée que la moitié des maires de France ne voulaient pas se représenter aux élections parce qu'elle était dégoûtée par ce travail ingrat, etc. Même vous, m'a-t-il dit, vous avez paru donner dans le panneau, je vous ai écouté attentivement la semaine dernière, vous avez dit que les maires n'en pouvaient plus et qu'ils voulaient raccrocher, etc. Et bien, en faisant ça, vous suiviez scrupuleusement ce que les équipes de Macron ont décidé de vous fourguer comme vérité officielle. Vous savez pourquoi ces gens véritablement diaboliques, enfin là je lui laisse la responsabilité de son expression, font expliquer en ce moment à la longueur de reportages et de plateaux, c'est que les maires ne veulent plus continuer parce que ça les arrange, parce qu'en disant il était maire depuis 12 ans mais il n'a plus envie d'y aller, c'est trop dur, etc. Ils essaient de décourager en fait les gens bien implantés comme moi, comme élus. Et pourquoi faire? Pour mettre les leurs à la place des gens implantés, pour mettre des zombies bien habillés, des femmes pimpantes en tailleur clair qui portent des lunettes rouges de couturiers remboursées par leur mutuelle, des femmes qui s'appellent deux machins trucs, qui gagnent 8 000 €, qui disent celles et ceux, qui vous parlent de la planète et de la forêt amazonienne au lieu de se pencher sur les comptes du syndicat des ordures ménagères ou sur ceux de Veolia, tiens par exemple. Ils veulent essayer de nous imposer cette humanité de béni oui-oui qui dit tout le temps c'est clair, qui pérore sur les plateaux en disant le président a annoncé des mesures importantes pour le pouvoir d'achat en Conseil des ministres, etc. Et qu'est-ce qu'elle a de plus, me dit-il, cette humanité? En fait, la vraie question, c'est qu'elle a quelque chose en moins. Pour rester correct, me dit-il, je vais vous répondre que c'est le courage, tout simplement, l'initiative. Ils veulent, tous ces gens, des soldats qui ne réfléchissent pas, qui fraternisent pas avec la population, qui ne nouent aucun lien privilégié avec le tissu économique local, comme je le fais moi-même, pour se faire financer en local, justement. Ils veulent plutôt des élus qui répètent docilement le discours de la préfecture, donc du président. Oui, parce que les vrais faits sont censés refléter la pensée de la présidence, s'il y a lieu. Et donc des maires qui ne s'opposent pas à la pose des compteurs Linky, par exemple, qui ne farfouille pas pour comprendre pourquoi, c'est toujours le même cabinet d'études qui est désigné, qui accepte de fermer des colonies de vacances pour y caser des migrants par dizaines. Alors je lui dis, mais donc tout est perdu, ils vont arriver à remplacer le personnel municipal par le leur. Eh bien non, me dit-il, parce que les Gilets jaunes, dont je suis assez proche, ont compris tout le parti qu'ils pouvaient en fait tirer du monde municipal, qui est le leur, par définition, qui est très concret, très en phase avec les vrais gens. Donc pour les municipales, les élections municipales, vous allez assister à un déferlement de candidatures Gilets jaunes spontanées qui vont essayer d'occuper les places avant que ces zombies, là, ces schtroumpfs à lunettes, ces dames en tailleur beige, qui disent celles et ceux, n'essaient de s'installer eux-mêmes. Et ça va marcher, croyez-moi, me dit-il, parce que tout simplement les gilets vont commencer par montrer que ces soi-disant candidats irréprochables ont tous des SCI, des intérêts à cheval sur le public, sur le secteur public, des enfants, des gens racasés, des propriétés de famille, alors que les gilets jaunes, eux, à 80%, ils viennent de milieux qui n'ont que leur épargne, dont les enfants sont au chômage, dont la retraite est assez minable, et qui sont prêts à révéler toutes les magouilles avant de se noyer complètement dans le marasme économique actuel. Et Dieu sait que le lieu privilégié de la magouille, c'est la ville petite ou moyenne, ou le gros village. C'est là que les gens n'en peuvent plus de circuler en Citroën Saxo de 1995, pendant que les gus du Conseil général roulent en Duster et reviennent de la Guadeloupe. Eh ben, des dossiers cette année, il me dit, on va en sortir. Alors je lui dis, mais si la presse n'en parle pas, ah, la rue en parlera, vous pouvez me croire. Vous en parlerez, me dit-il. Il m'a paru bien optimiste. Je me demande que faire contre un plateau qui dit, par exemple, halte à la transparence, et qui vous traite de populiste dès que vous réclamez le détail des dépenses de l'année dernière. Abonnez-vous, merci.